Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Machine à écrire. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'autrices de talent qui vont revenir avec nous sur la conception de leur premier roman. Notre première invitée est une artiste aux multiples facettes. Issue du théâtre, photographe de métier et autrice, elle possède un œil unique pour capter l'intime. Sa première incursion dans l'écriture scénaristique s'est faite à travers la bande dessinée L'Apocalypse selon Magda, dessinée par Carole Morel. Elle nous revient aujourd'hui avec son premier grand roman, L'Institut du Nouveau Lendemain, Les Visages du Feu, le tome 1 d'une dystopie féministe glaçante en huis clos. Notre seconde invitée est une véritable amoureuse de l'histoire et des mots. Agrégée de lettres modernes et spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, elle enseigne à l'université quand elle n'écrit pas des romans jeunesse. Son premier roman, La Clé des Champs, a reçu le prix du premier roman Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Depuis la rentrée, elle est de retour en librairie avec son deuxième roman, Moonwalk, une comédie familiale et fantastique sur un jeune héros qui doit sauver sa mère du rajeunissement. Deux autrices, deux univers, une grande amitié et un talent unique pour explorer la psychologie des personnages et construire des univers immersifs. Avec elles, nous allons décortiquer leur passion commune pour l'écriture et retracer les premières étapes de leur carrière d'écrivaine. C'est pour nous un immense plaisir d'accueillir Chloé Volmerlo et Audrey Folot. Alors, comment démarre-t-on l'écriture d'un roman quand on vient d'autres univers ? Comment affronte-t-on la page blanche et le fameux syndrome de l'imposteur ? Comment trouve-t-on sa propre voie pour se détacher de ses influences ? Comment construit-on le mystère et le suspense pour tenir le lecteur en haleine, que ce soit dans une dystopie sombre ou une comédie familiale ? Quelles sont les vraies différences d'écriture entre la littérature jeunesse et le young adulte ? Et comment trouve-t-on son premier éditeur ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Mike Cesno. Et je suis Yannick Lejeune. Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Générique. Bonjour. Bonjour. Audrey, Chloé, on commence toujours par la même question. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Chloé. Pour moi, une bonne histoire, c'est une question d'émotion et de trajectoire émotionnelle. Ce qui fait que moi, je garde une histoire en moi ou que j'ai envie de l'écrire, c'est la question de tous les sentiments par lesquels je vais passer en la lisant ou en l'écrivant. Mais ça, évidemment, ça découle de plein de choses. Ça découle des personnages, ça découle de la qualité de l'intrigue, ça découle des thèmes abordés. C'est un petit peu un fourre-tout. Mais en tout cas, je peux lire une intrigue très bien bâtie. Je trouverais pas que c'est une bonne histoire si je suis pas extrêmement émue et si je traverse pas des choses très 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 fortes en la lisant. Audrey. Moi, c'est une histoire qui a envie d'être racontée et qui a envie d'être entendue parce que je considère que l'histoire, c'est vraiment... elle peuple la vie quotidienne et les histoires de ma voisine, des fois, sont très bonnes. J'avais une arrière-grand-mère qui avait un album photo de famille. Elle adorait raconter comment les gens étaient morts et ça faisait des très bonnes histoires. Donc, je pars de là. Et plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait une bonne histoire pour un public jeune ? La littérature de jeunesse, c'est une littérature que moi j'aime parce qu'elle est très adressée. On va sans cesse penser aux enfants, lectrices, lecteurs. Par exemple, un point sur lequel je dirais un point de vigilance, mais qui est vraiment une contrainte créatrice, c'est le rythme. On doit vraiment pas délayer, il faut que ça enchaîne, il y a vraiment un gros travail à faire sur les transitions, les chapitres. C'est une littérature qui est très tournée vers les émotions de lecture. Et c'est bien d'ailleurs, ça empêche de... partir vers des considérations trop d'ego dans l'écriture, etc. Parce qu'on va vraiment être tourné vers faire peur, émouvoir, faire rire, des choses vraiment tournées vers les émotions. Pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait d'écrire sans condescendance, pas en se disant justement je vais faire un récit pour la jeunesse, donc il faut que ça soit plus abordable, plus simple, ou il faut que ça soit hyper édifiant et très moral, etc. Je trouve qu'il y a cette question effectivement de te mettre à la place de tes lecteurs, de tes lectrices et de réfléchir à ce qui te faisait vraiment vibrer à cet âge-là, ce qui est pas forcément ce qui va plaire aux parents. Et c'est une vraie distinction, je trouve, en littérature jeunesse, quoi, la littérature jeunesse qui fait plaisir aux parents et celle qui fait plaisir aux enfants, aux ados. Et je sais que moi, quand j'étais ado, notamment les livres que j'ai vraiment aimés, qui m'ont marqué, je suis pas sûre que ma mère les aurait trouvés hyper exemplaires. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à trouver de ce côté-là, quoi.
de pas écrire de sa place d'adulte pour des jeunes, mais de retourner dans sa peau de jeune et de voir ce qui en sort. On parlait des fois avec Chloé il y a des jugements esthétiques sur les livres jeunesse de la part des adultes du style ouais, c'est sympa sans plus, et c'est justement souvent, enfin pas tout le temps, mais souvent c'est un jugement d'adulte. En fait, les enfants, soit ils ont envie de lire, soit ils n'ont pas envie de lire. Il y a pas cette espèce de zone moyenne avec justement la vague condescendance, on va dire. L'histoire est simplette. En fait, non, ça change profondément nos réflexes d'adultes. Par exemple, nous, on va dire ouais, c'est un peu cliché, tout. Mais en fait, les enfants, si on leur raconte 100 fois La Belle au bois dormant, ils vont adorer. D'ailleurs, ils demandent tout le temps le même livre. Donc, il y a un rapport très différent à la répétition, à la reprise ou détournement des clichés. Enfin, ça, par exemple, ça joue, quoi. Chloé, dans l'introduction, on a parlé de ton parcours. Tu as fait du théâtre, tu es photographe, tu as fait un master qui portait sur l'expression scénique et photographique du traumatisme collectif. Est-ce que tu peux nous amener au moment clé de ta vie où tu te dis « il faut que j'écrive, il faut que je fasse autre chose que ce qui était attendu ». Dès le moment où j'ai appris à écrire, c'est devenu un truc incroyable, une possibilité d'évasion, d'expression, de développement d'une voix et de possibilité d'être entendu. Le théâtre est arrivé à peu près au même moment et la photo, elle est arrivée plus tard, elle est arrivée au collège. Mais tout ça, pour moi, ça participe d'un même mouvement, d'un même rapport au monde et d'une même nécessité à la fois de capter des choses, de regarder des choses, de les métaboliser et de les ressortir sous une forme complètement différente, remodelée, etc. Mais je fais pas vraiment de distinction. La vie a fait qu'il y a des périodes où certains arts ont pris plus de place que d'autres, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un mouvement global et tout marche main dans la main, quoi. Audrey, toi, t'as construit ta vie autour des livres, au point de devoir un peu ébranler les attentes de tes parents. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu t'es dit « bon allez, moi aussi j'écris ». Quand j'étais toute petite, j'avais les vieux magnétophones à l'époque, là, avec la cassette. Et ma grande passion, c'était de raconter des histoires dans le magnétophone, après de les réécouter pour voir si c'était bien. Dès que j'ai su écrire, j'avais un petit recueil de contes avec des animaux. Comme Chloé, c'est venu extrêmement tôt, et pour moi, les livres et l'écriture, ça a toujours été la dominante de ma vie. J'ai étudié la littérature, j'enseigne la littérature. Alors des fois, c'est pas facile d'avoir ces deux cerveaux. C'est pour ça que la littérature de jeunesse, c'est bien, parce que je l'étudie pas et je l'enseigne pas, donc je peux aller en terrain libre. Mes parents, comme beaucoup de parents, avaient des attentes de carrière un petit peu différentes pour moi, mais moi, je sentais que c'était quelque chose Ils voulaient que je tu sois pouvais pas scientifique, ils voulaient oui, que voilà, ça... accessoirement. Comptable comme ma mère, enfin, toutes ces petites choses-là. Et moi, je sentais que je pouvais pas. Et je savais que je voulais écrire, même si je pensais pas que je deviendrais un jour écrivaine. Et ça a vraiment déterminé mes choix de vie. Chloé, ton premier livre, c'était une bande dessinée, l'Apocalypse selon Magda. Est-ce que tu peux nous le pitcher pour les gens qui ne l'auraient pas lu ? L'Apocalypse selon Magda, c'est l'histoire de Magda qui a 13 ans et à qui on annonce que le monde disparaîtra dans 1 an. La communauté scientifique est unanime, vraiment, il reste plus qu'1 an avant que tout disparaisse. Elle est complètement paniquée par cette nouvelle et on va suivre sa vie, ses choix de vie, son adolescence en accéléré à l'aune de cette nouvelle-là. Sauf que le livre s'ouvre par un flash-forward où on découvre que la fin du monde n'a pas eu lieu, n'aura pas lieu, c'était une erreur de la communauté scientifique. Et tout le monde est évidemment extatique à cette idée que en fait, on va survivre et c'est super. Sauf Magda qui est détruite par cette nouvelle. Et donc, à partir de ce prologue, on repart 1 an en arrière et on va la suivre pendant toute cette période, suivre ses choix, suivre les choses qu'elle traverse et que ses proches traversent pour pouvoir comprendre comment c'est possible que l'absence de fin du monde soit une mauvaise nouvelle dans sa vie. Ce prologue qui casse un petit peu le suspense de est-ce que ça va avoir lieu, ça donne une lecture très différente de toute l'expérience de Magda. Est-ce que ce prologue, tu l'as dès le départ et c'est presque le concept de l'album ? Ou est-ce que c'est en écrivant ce récit d'émancipation de cette jeune fille qui se dit de toute façon tout est fini donc autant que je vive tout ce que je veux, que tu as trouvé cette idée qui en plus renforce la lecture ? Alors non, l'idée elle était là dès le départ parce que cet album il est parti d'un rêve que j'ai fait qui était une communauté qui se réveillerait après justement l'annonce d'une fin du monde qui n'aurait pas eu lieu. Et un matin je me suis réveillée, j'avais fait ce rêve-là d'une communauté qui réfléchissait à comment... tu rebâtis tout, à quelles conséquences une annonce comme celle-là aurait eu et à quoi ressemble l'après. Comme l'idée est partie de là, le prologue, il était là dès le départ et ça m'intéressait pas d'avoir un suspense autour de la question de la fin du monde, ça m'intéressait pas d'avoir quelque chose comme les films catastrophes, etc. C'était pas l'esthétique vers laquelle j'avais envie d'aller, j'avais envie vraiment de parler de ce que ça fait intimement, de pas avoir toute la vie devant soi, qui est un truc qu'on ressent en plus pas mal quand on est ado, je trouve qu'il y a une urgence, il y a des choses qui se répondent en fait, entre ce que c'est qu'être une adolescente et ce que c'est que vivre une fin du monde très proche.
j'ai l'impression. C'est intéressant parce que souvent, quand tu lis des bouquins sur sur comment écrire, comment construire une histoire, ils te disent c'est toujours pas mal d'avoir un compte à rebours, d'avoir un truc qui met de la tension et de la pression. Et le fait que toi tu le désamorces dès le départ, ça donne un rythme, une temporalité, une espèce de poésie comme ça qui flotte, qui est très spécifique du coup et qui dénote. Ça donne ce rythme qui est assez saisissant quand tu lis l'album. Ah, c'est chouette, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment cette idée de l'enjeu n'est pas sur la fin du monde, l'enjeu est sur ce que c'est que devenir adolescente et de traverser ces étapes-là et d'avoir l'impression que la catastrophe est toute proche. Ce livre, il parle de rapport aux règles, de séduction, d'injonction de féminité, de construction de la personnalité. Pourquoi t'avais envie d'écrire là-dessus à ce moment-là ? Je me suis pas rendu compte tout de suite que ça parlait de ça. Je pense que j'ai eu envie d'écrire là-dessus parce que pour moi, ça fait partie des expériences saillantes de mon adolescence et je trouve qu'il y a beaucoup de pièges là-dedans. On en reparlera peut-être, mais je pense que l'Institut du Nouveau Lendemain, ça parle aussi en partie de ça. Moi, en tout cas, en tant que jeune fille, je me sentais très engoncée dans ma vie et j'avais l'impression qu'une des possibilités d'émancipation passait par le fait de devenir une adulte, de devenir une femme, de m'affirmer dans quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la séduction, mais qui était de l'ordre de l'amour, la relation, etc. Et je voyais ça comme un chemin de liberté. Et maintenant que je le regarde en tant qu'adulte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du piège là-dedans, que c'est finalement une injonction qui traîne, qui arrange des tas de gens et qui est un piège pour les jeunes filles qui y vont en se disant comme ça je m'affirme et qui répondent finalement à beaucoup de normes et d'injonctions. Si je me trompe pas, t'avais déjà écrit une première version de l'Institut du Nouveau Lendemain dont on va parler après, mais avant que tu écrives J'en ai écrit 1000. Et du coup, est-ce que quand tu écrivais Magda, t'avais déjà en tête le fait que t'avais déjà exploré certaines de ces thématiques et que tu les reprenais? Est-ce que tu te disais, bon, j'ai pas pu les exprimer là, j'essaie de les mettre un peu là? C'était quoi le parallèle entre les deux œuvres qui ont coexisté à un moment donné ensemble? Alors moi, je l'ai pas du tout réfléchi comme ça. Dans aucun des deux cas, j'ai réfléchi en me disant, voilà les thématiques que je veux aborder et toutes les thématiques, elles ont surgi et elles se sont imposées toutes seules. Enfin, elles ont vraiment, j'allais dire parasité, mais pas parasité parce qu'en vrai, elles ont toute leur place, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est plutôt que c'est des thèmes autour desquels je tourne et qui pour moi sont très présents dans l'adolescence des filles. J'ai fait plein de versions de l'Institut du Nouveau Lendemain, donc c'est une histoire que je porte depuis très longtemps, mais qui était beaucoup moins précise qu'elle l'est maintenant. Je savais moins ce que je voulais faire ressortir, je savais moins ce qui allait apparaître. Donc effectivement, c'était une des composantes de l'histoire, mais elle était beaucoup moins pensée et articulée qu'elle l'est aujourd'hui. Nous, ça fait à peu près 17 ans qu'on se connaît, donc je sais pas mal de choses sur toi. Et il y a un truc qui me frappe toujours, c'est qu'il y a une réflexion très assurée dans ce que tu produis, mais il y a aussi beaucoup d'insécurité dans la manière dont tu abordes les choses. Et je me disais, pourquoi est-ce que tu as commencé par la BD, en sachant que la BD, ça t'oblige à composer avec le retour d'une illustratrice, et te connaissant, avec l'idée que peut-être tu vas fournir quelque chose qui va pas être assez bien, à ce qu'elle va aimer, comment ça va être? Alors justement, c'est l'inverse. Pour moi, c'était beaucoup moins intimidant de commencer par de la BD. Enfin, je pensais pas en être capable, hein, évidemment. Je veux dire, je suis un peu tombée de ma chaise quand l'éditeur David Chauvel m'a dit « Moi, je pense que t'es tout à fait capable d'écrire une BD et vas-y ». Mais il y a quelque chose de très rassurant. Il y a deux aspects. Le premier aspect très rassurant, c'est le fait de pas être seul dans la création et de savoir que tu crées un objet qui est incomplet et qui est fait pour laisser de la place à quelqu'un d'autre et que c'est un langage c'est un dialogue qu'on va avoir ensemble. Et ça, c'est assez magique parce que déjà, tout n'était pas de ma responsabilité. Moi, j'ai fait un scénario qui était quand même très détaillé sur les angles de vue, le découpage, etc. Et Carole Morel, je savais que si j'étais mauvaise sur ce truc-là, elle interviendrait et elle proposerait quelque chose de mieux. Je savais que David Chauvel allait arriver derrière et donner son avis aussi, avoir une expertise de narration. Je me suis sentie très entourée et j'avais pas l'impression de devoir tout fournir toute seule. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc rassurant, c'était que c'est un objet, même si c'est une BD assez longue, c'est quand même un objet plus court aussi, et c'est plus facile de naviguer dedans. Mais il y a une difficulté qui va avec ça, qui est que la structure, elle est complètement à nu, et donc il faut boulonner à fond, partout. Mais pour moi, c'était moins énorme, et j'avais beaucoup moins peur de me noyer que si je me lançais dans un roman. J'étais pas prête, je pense, à écrire un roman. Tu disais, mon scénario était très détaillé, très visuel. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on en a parlé au tout début, ton œil de photographe t'a aidé à ça? Il m'a aidé à fond. J'ai eu la chance que Carole, ça soit quelque chose qui lui plaise et qu'elle soit en accord avec ça et qu'elle résonne avec ça. Sinon, j'aurais bossé autrement, évidemment. Mais moi, si j'avais réussi à apprendre à dessiner, j'ai essayé toute mon adolescence et vraiment, c'est un talent que j'ai pas du tout. Mais quand j'étais ado, je me fantasmais autrice, dessinatrice, etc. Donc, On avait reçu François Descraques, qui a aussi scénarisé des bandes dessinées pour Le Visiteur du Futur et qui disait que lui, ça l'avait gêné finalement
finalement d'être réalisateur parce qu'il expliquait que du coup il découpait son scénario comme un storyboard de film, alors que le dessinateur allait dire mais non, parce que moi je réfléchis en planche, je réfléchis en composition, et du coup ils ont dû se mettre d'accord, ils ont dû s'aligner. Et du coup je me demandais si en tant que photographe t'avais rencontré ce genre de difficultés ou pas du tout, parce que toi tu réfléchis juste en composition visuelle pour une image. Moi je réfléchissais en composition visuelle pour une image, mais il y avait quand même ce truc de la planche, j'avais toujours mes petits schémas que je faisais à côté pour voir si ça marchait et tout ça. Je pense qu'il y a le fait aussi que j'avais lu énormément de BD, et parfois je parle à des gens qui me disent ah j'aimerais bien essayer d'écrire des scénarios de BD et tout, et la question que je pose toujours en premier c'est est-ce que t'en lis beaucoup ? Parce que c'est vraiment un langage à part entière et tu peux pas, je trouve, écrire une BD si t'as pas métabolisé une partie de ce langage, si t'as pas la logique de la page quelque part en toi, quoi. Audrey, La Clé des Champs, est-ce que tu peux nous pitcher ton premier roman ? La Clé des Champs, c'est l'histoire de Robin, qui a 13 ans et qui a pour particularité de venir d'une famille de voleurs. Tout le monde est voleur de père en fils et de mère en fille dans sa famille. Sauf que elle est pas très douée pour voler, puis elle aime pas particulièrement ça. Et même comme elle est vraiment très nulle, ses parents décident de l'envoyer dans une école pour voleurs. Et dans cette école pour voleurs, il se passe des choses très bizarres. Il y a des objets qu'on dit un peu magiques, notamment la fameuse Clé des Champs. Alors l'idée de La Clé des Champs, elle t'est venue pendant que tu inventais des contes pour endormir ta fille. Comment cette histoire qui était un peu intime, racontée dans le noir, est devenue un roman ? Moi, j'ai un truc quand les histoires me viennent, c'est d'ailleurs Chloé le sait parce qu'après je lui écris en disant Chloé, j'ai une idée d'histoire. Et en fait, elles me viennent tout d'un coup, mais alors pas du tout quand j'essaie de les avoir. Et pour La Clé des Champs, ça m'a fait ça. C'était vraiment, j'étais là avec ma fille. Oui, il y a une petite fille, vient dans une famille de voleurs, et puis après elle va à l'école des voleurs. Et en fait, quand ma fille a été endormie, l'histoire m'est restée dans la tête et je me suis dit tiens c'est drôle cette histoire et qu'est-ce qui se passerait dans cette école pour voleurs. Et le lendemain dans un petit carnet j'avais l'essentiel de l'histoire en fait, j'avais le canevas des principaux éléments même si forcément il y a des choses qui ont bougé. Mais j'avais une idée de ce à quoi ça allait ressembler et c'est ce qui m'a aussi donné envie de l'écrire. Tout à l'heure, on a parlé du fait que tes parents, ils s'attendaient peut-être pas forcément à ce que tu sois écrivaine. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que finalement, cette petite fille qui doit décider elle aussi si elle va suivre ou non la voie familiale, ça résonne avec une histoire personnelle ? Oui, je pense que l'histoire de Robin, parce qu'en fait, dans La Clé des Champs, il y a d'un côté les voleurs, de l'autre le monde des marchandeurs, et les voleurs, ils détestent les marchandeurs, et inversement. Et Robin, c'est quelqu'un qui se questionne sur est-ce qu'elle va suivre le destin familial, en chercher un autre, peut-être chercher une troisième voie. Et c'est vrai que ça faisait un peu écho à ma venue à l'écriture, forcément. Et plus largement, je trouvais que c'était une grande question d'adolescence aussi. Est-ce que je fais comme mes parents, un peu, mais pas trop, à quelle dose, est-ce que je romps, est-ce que je me mets dans leurs pas, et donc c'est aussi quelque chose que tous les adolescents expérimentent. Est-ce que tu veux pas parler de ce courrier de lectrice que t'as reçu à ce sujet-là, ou de lecteur, je sais plus. Moi, je le trouve hyper touchant. Un jour, dans une dédicace, alors j'avais trop de livres, c'était dans une rencontre scolaire, j'avais trop de livres à dédicacer d'un coup. Donc, il y en a qui m'ont laissé leurs livres avec leur nom dedans. Et en fait, il y avait une lectrice, là, une collégienne, qui m'avait laissé un mot dans le livre, écrit sur la page de garde et tout, écrit sur le livre lui-même. Et c'était un mot dans lequel elle disait « Merci pour ce livre, il m'a fait beaucoup de bien, car j'ai découvert que d'autres personnes que moi pouvaient décevoir leurs parents. » C'était beaucoup identifié au personnage de Robin. Et j'avoue, c'était un grand moment d'émotion pour moi parce que je me suis dit, voilà, ce livre a rencontré quelqu'un et puis il va apporter quelque chose. On n'avait peut-être pas la même problématique, celle de l'écriture, mais on partageait cette expérience, qui est aussi l'expérience, je sais pas, des adolescents queer. Voilà. Ça me rassure parce que j'ai cru que tu allais dire qu'elle allait te remercier pour ta vocation de devenir voleuse. Tu es spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. Tu cites Marivaux, Kafka et Jane Austen parmi tes influences. Est-ce qu'en relisant ton livre, tu te dis que, par exemple, Marivaux est intervenu dans la structure, dans les thèmes, dans... Oui, alors c'est toujours, on disait avec Chloé, c'est ce genre de questions où quand on nous demande les écrivains qu'on aime, on répond n'importe quoi pour mettre fin au moment de malaise. Alors c'était pas n'importe quoi, j'adore ces trois écrivains et puisque je les ai adorés, j'en ai gardé des micro-bouts, mais je pourrais dire ça de tous les écrivains que j'ai aimés. Alors Kafka, ça m'a beaucoup influencé ma lecture de Kafka pendant l'adolescence, ça a vraiment été une lecture fondatrice parce que j'étais fascinée par la porosité de la frontière
entre la réalité et l'étrangeté dans ses livres, dans la métamorphose, dans le procès. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai eu envie d'écrire. Est-ce que finalement, quand je regarde ce que j'ai écrit, c'est un peu ça. Voilà, le monde des voleurs, c'est une espèce de réalité alternative. Dans mon mot, il y a des petits éléments de merveilleux. Et j'ai du mal à m'imaginer écrire quelque chose qui soit entièrement dans la réalité ou entièrement dans la fantaisie, mais Kafka, il m'a laissé ce goût des univers ambigus, quoi. Il y a un peu une influence de Roald Dahl aussi, non? Oh bah si, énormément. Et j'ai même fait le test il y a pas longtemps. J'avais très peur de relire Mathilda, qui était mon livre préféré quand j'avais un certain âge. Tiens. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai relu, et j'ai trouvé génial. Donc j'étais contente, parce que je me dis, un livre qu'on trouve génial à 2 âges de sa vie, c'est bon signe. Alors, il y a plein de gens qui ont trouvé ton livre génial, puisque tu as remporté le concours du premier roman Gallimard Jeunesse RTL Télérama. Rien que ça. C'est une consécration pour un premier roman. Comment t'as vécu cette reconnaissance? C'était une grande surprise pour moi. Et en fait, je m'attendais pas du tout à être publiée. J'avais même pas spécialement le projet de l'envoyer. C'est Chloé, elle m'a écrit. Non, mais c'est sa faute, hein, si je suis là. Elle m'a envoyé le lien en me disant, ouais, tu peux envoyer ton manuscrit. J'ai dit tu dois, j'ai pas dit tu peux. Oui, elle m'a dit tu dois, oui, parce que... T'as dit tu dois, elle a entendu tu peux. Intéressant. Et j'avais entendu dire que des fois Gallimard Jeunesse faisait des petits retours sur ouais, on le publie pas, mais ça, c'est tel point c'était intéressant, et je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir un de ces retours, ça m'aiderait. Mais je m'attendais pas du tout à avoir un coup de fil pour dire que ils allaient le publier, quoi. C'était vraiment une pure surprise pour moi. Et de ce fait, tout ce qui a suivi était un semi-rêve, parce que voilà, tout de suite, j'étais en contact avec Jean-Philippe Arouvignaud, qui est un merveilleux créateur d'histoire aussi, parce qu'on avait tous les deux ce goût vraiment un peu de l'aventure, des récits rythmés. J'ai pu retravailler avec lui, et ça a été... Moi, j'adore retravailler les manuscrits avec les conseils de quelqu'un, le regard de quelqu'un. Et puis après, il y a toutes les étapes magiques, le bon à tirer, la couverture. Est-ce que le fait de gagner, ça a changé ton rapport à l'écriture? Est-ce que tu t'es dit, ah, quand même, peut-être j'écris bien? Non. non, vraiment, ça a changé quelque chose, c'est que j'ai pu voir que mon livre pouvait voyager jusqu'à quand même pas mal de lecteurs et de lectrices, et je me suis dit, j'ai quand même des histoires à raconter, là. Je peux quand même faire plaisir à des enfants, des grands-enfants, et donc ça vaut le coup d'écrire. C'est plutôt... pas dans la satisfaction, mais plutôt dans la motivation que ça m'a apporté quelque chose. Chloé, Je suis là. on passe à l'Institut du Nouveau Lendemain. Est-ce que tu peux nous le pitcher? C'est l'histoire de Luce, qui a 17 ans et qui est une élève absolument modèle de l'Institut du Nouveau Lendemain, qui est un grand internat où il n'y a pas de fenêtre et où on fait croire aux élèves qu'il n'y a pas d'avenir, pas vraiment de passé non plus, mais c'est pas tant qu'on leur fait croire, plutôt que c'est un point aveugle. C'est une question qu'elles n'ont pas du tout le droit de se poser. Et Luce, ça lui va très bien. Elle est vraiment tout en haut de la hiérarchie. Elle est persuadée qu'elle a écrasé les autres élèves qui seraient ses concurrentes, des compétitrices, etc. et que tout roule pour elle. Jusqu'au jour où ressurgit un souvenir, celui de la lumière du jour. Ce qui va complètement faire voler en éclats tout son système de croyances, tous ses principes de l'institut auquel elle avait complètement adhéré, évidemment. Et en questionnant cet aspect spécifique, ça va l'amener à questionner de plus en plus de choses dans ce qu'on lui a enseigné. Et l'Institut va s'en rendre compte et va pas du tout aimer ça et va prendre des mesures de rétorsion. Évidemment, plus l'Institut va punir Luce, plus elle va se retrouver à se rebeller et à trouver peut-être des alliés dans sa rébellion. Et voilà, c'est l'histoire d'un engrenage et d'une prise de conscience et d'une colère adolescente. Donc on le disait tout à l'heure, c'est une idée que tu as eue dès que tu étais au lycée ou au collège, enfin très très tôt. Il y a eu 2 étapes. Tu as eu des étapes. Et du coup, qu'est-ce qui t'a au début motivé à créer cet univers et à réfléchir à cet institut et à cette histoire? Alors la toute première étape, c'est quand j'étais vraiment petite. C'est encore un truc assez psychanalysable, je me rends compte à force de le raconter. On a un quart de psy dans l'émission. Nickel. Il y a un divan, on est bien. Quand j'étais vraiment assez petite, je pense peut-être 8 ans, j'ai eu cette idée d'un personnage qui découvrirait pour la première fois la lumière du jour,
qui l'aurait jamais vu avant, mais qui serait à un âge conscient, quoi, qui serait pas un bébé. Et cette idée-là, elle m'a vraiment marquée. J'ai senti quand j'étais petite qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais je savais pas exactement quoi. Peut-être des années de thérapie, effectivement. Mais sur le moment, j'avais pas du tout les outils pour faire quelque chose de cette idée-là, mais elle m'a jamais quittée. Et après, quand je suis rentrée au lycée, j'étais dans un internat où il y avait des fenêtres, mais qui était quand même, moi je le trouvais assez strict et très très moche. Il y avait vraiment une esthétique linoléum, faux plafond, peinture un peu écaillée, béton et tout ça. Et cette esthétique-là, elle a complètement ouvert mon imaginaire et elle a fait naître l'idée de l'Institut. Et à partir du moment où j'ai eu l'idée de l'Institut, ça s'est croisé avec cette idée de ce personnage qui découvrirait la lumière du jour. Et paf, ça a fait des chocs à pic. Alors tu parles de chocs à pic, mais c'est quand même un roman assez sombre. Et il y a peu de chocs à pic. T'as dit que tu pouvais te relier à la tradition dystopique des romans comme La Servante écarlate ou 1984. Et t'as aussi dit que au début c'était un frein, puis qu'ensuite ça a été une sorte de soutien. Est-ce que tu peux nous expliquer cette évolution ? Alors, à l'époque où j'étais au lycée, donc j'ai fait une première version de l'histoire, enfin que j'ai pas du tout menée à bout, mais en tout cas j'ai essayé une première fois de l'écrire à ce moment-là, je l'ai publié dans le journal du lycée et tout. Et à cette époque-là, j'avais aucune connaissance de la tradition dystopique, j'en avais jamais lu, et j'étais persuadée d'inventer un truc. Personne n'a jamais fait ça, quand soudain. Bon, en début de vingtaine, j'ai lu 1984 et je pense que ça m'a nourri cette idée de totalitarisme, de comment tu manipules les pensées, les mentalités, etc. Mais c'est surtout, le vrai choc, ça a été quand j'ai découvert la série de La Servante écarlate, je sais plus en quelle année elle est sortie. Mais là, j'ai eu un petit coup de blues, en fait. J'ai senti que c'était le même genre d'ambiance que je cherchais, le même genre de couleur. Je sais pas comment le dire autrement. Et je me suis dit, mais mince, ça a déjà été fait et ça a été fait depuis longtemps et les gens vont croire que j'ai copié. Et ça m'a vraiment déprimée. Mais en découvrant finalement qu'il y avait cette tradition dystopique, je me suis mise à en lire beaucoup et je me suis rendu compte que c'était des récits que j'adorais, que je trouvais très riches et importants aussi sur le plan politique. Et donc ça m'a plutôt réjouie. Je me suis dit, il y a un public pour ça aussi, il y a un intérêt à écrire ça et ça va pas juste me parler à moi. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis que je me suis sentie appuyée par la suite. Et je suis heureuse de cette idée d'une littérature populaire et qui en même temps ait un vrai impact sur les consciences politiques et qui parle vraiment du monde d'aujourd'hui et des choses qui sont révoltantes. L'Institut, ça parle des injonctions faites aux jeunes filles, de la prédation des hommes adultes, du contrôle de leur corps. C'est donc terriblement actuel, mais comment tu fais pour doser l'allégorie pour que ça devienne pas lénifiant ou trop didactique ? C'est quoi la technique pour se dire « Ah, attention, là, je suis en train de faire un exposé de mes idées plus qu'une œuvre de littérature ». Une de mes vigilances, c'est de pas être dans le voyeurisme et de pas être dans la gratuité. Et parfois, c'est compliqué parce que parfois, il y a des choses que je voudrais ne pas faire subir à mes personnages. Mais au-delà de ça, je sais pas comment te répondre à part sur un truc effectivement de sincérité absolue, de construction d'histoire, peut-être en suivant les logiques des personnages. J'ai toujours l'impression, quelque part, de suivre un fil logique et de chercher une forme de vérité plus qu'une forme de démonstration. Et c'est le truc dont Stephen King parle quand il dit que lui, quand il écrit une histoire, il a plus l'impression de faire de l'archéologie et qu'il commence par déterrer un petit os et il se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit os ? Et il continue à creuser et au bout d'un moment, ça forme un fémur. Et il continue à creuser et au bout d'un moment, il se rend compte que c'est un squelette de dinosaure. Et moi, j'ai vraiment cette sensation-là en écrivant. J'ai l'impression de suivre une logique extérieure à moi et de chercher quelle est l'image plus grande que ça recompose. T'as l'impression que l'histoire, elle existe déjà avant que tu l'écrives et que c'est toi qui la découvres, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une forme de vérité que je dois débusquer et ça, je suis obligée de le faire avec sincérité, avec honnêteté, etc. Et récemment, j'ai vu passer une chronique qui m'a fait hyper plaisir, où sur ces questions des violences sexuelles, etc., qui disait que c'était un roman qui était très âpre, mais qui était très pudique. Et je pense que c'est le plus beau compliment que j'ai eu sur ce roman-là, parce que c'est exactement ce que je cherchais à faire. Alors moi, j'ai un camarade à côté de moi qui est un peu fragile. Ouais, j'allais poser la question, figure-toi. Et il y a une scène à la fin du roman qui a beaucoup ébranlé. Il y a deux scènes où il y a de la violence dans le livre, à deux moments. Ouais, ça dépend ce que t'appelles de la violence, mais mais il y en a tout le temps. On va dire, il y a différentes formes de violence, mais de la violence, on va dire, vraiment physique, dans le sens... Je pense que je sais de quoi tu parles. Il y a des scènes un peu, entre guillemets, gore, si on a une imagination débordante quand on l'a lu. Et comme c'était quand même un livre qui s'adresse à un public, on va dire, young adulte, je voulais savoir si toi, tu t'étais posé la question du curseur, et est-ce que tu as eu une discussion avec l'éditeur sur ces aspects-là ? Alors moi, je me suis pas posé la question du curseur, mais ces scènes-là, moi, je me suis sentie traversée par elles. C'était pas simple. Et d'ailleurs, il y a une de ces scènes-là qui n'existait pas dans la première version du manuscrit parce que je l'ai senti arriver. Voilà, j'ai déterré mon squelette de dinosaure. Je suis tombée sur la tête du T-Rex. La tête du T-Rex. Et je disais, ah non, mais pas du
tout, c'est pas du tout possible. Et je l'ai contournée en me disant, non, on va pas faire. Et encore une fois, pour épargner mon personnage. Et elle s'est imposée à la réécriture comme une scène complètement clé et absolument nécessaire et une espèce de socle quasiment pour moi de ce roman. Et je l'ai écrite en apnée et sans me poser la question justement de comment je dose, sans condescendance non plus, comme je disais tout à l'heure. J'ai juste essayé d'être au plus juste, mais c'était hyper douloureux pour moi aussi et c'était hyper traumatique pour moi aussi de l'écrire. Et avec les éditions Nathan, ce qui était cool, c'est que d'emblée, dès le premier rendez-vous, mon éditrice Claire m'a dit « Moi, j'ai pas envie de te demander d'édulcorer ton texte. On va le mettre en 15 ans et plus. » Et surtout, c'est elle qui m'a proposé de mettre un avertissement au début. Il y a un avertissement qui dit certains des personnages de ce roman vivent des violences physiques, sexuelles, psychologiques. Et nous avons veillé à rendre ces scènes le plus elliptiques possible, mais la lecture peut être difficile. Et je trouve que c'est le bon curseur. Et pour moi, ça aurait pas forcément de sens, justement, de les édulcorer vu le monde que je présente. À propos de traumatisme, quand on a étudié la réparation des traumatismes, est-ce que ça en fait le thème sous-jacent de son roman ? Non, ça fait partie des trucs auxquels j'étais complètement aveugle. J'ai découvert après que finalement ça alimentait peut-être. Je pense que c'est des sujets qui m'intéressent et qui traînent. Et surtout l'interaction entre le traumatisme et l'art. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qui reste tabou même quand t'essayes d'être dans une démarche de témoignage et de réparation. Mais j'ai l'impression que je peux pas faire une réponse satisfaisante et que tout ça infuse de manière complètement inconsciente dans ce que je fais. Du coup, c'était pas prévu pour être une trilogie, mais ça va être le cas. Comment on change son histoire en cours d'écriture quand l'éditeur dit « Eh tiens, si on en faisait 3 au lieu d'1 ?» Alors c'est pas l'éditeur. J'ai essayé d'écrire ce livre 1000 fois et à chaque fois effectivement c'était censé être un one shot. Et puis c'est quand j'ai fini mon premier jet, je pense, du tome 1. Beaucoup d'éléments du tome 2 sont arrivés dans ma tête et des scènes ont popé comme ça. J'étais même pas en train de faire de l'archéologie et les autres dinosaures sont remontés tout seuls. Il n'a pas de ontologie d'ailleurs, non ? Et les autres dinosaures ont affleuré tout seuls, quoi. Et à partir du moment où j'ai vu ce qui allait être des éléments du tome 2, j'ai compris qu'il y avait un tome 3. Je suis allée voir mon agente avant la maison d'édition. Il y a eu un petit travail pour laisser des ouvertures à la fin du tome 1 et faire un petit peu des effets d'annonce ou laisser entendre les enjeux qui allaient venir. Il y a eu un peu plus de travail aussi de world building pour évoquer ce qu'il pouvait y avoir en dehors de l'Institut, le fait que l'Institut appartient quand même à un tout un peu plus grand, etc. Il y a des choses que je pense j'aurais rebouclées différemment si ça avait été un tome 1. Je pense qu'au retravail, les arcs de personnages, des relations entre les personnages auraient été très différentes. Je ne peux pas en dire plus. Audrey, ton second roman, Moonwalk, comment j'ai déréglé ma mère, explore la relation parent-enfant à travers le merveilleux. Et donc on en parlait tout à l'heure, tu disais même dans celui-là, il y a un peu de merveilleux. Celui-ci, il est très étrange sur le merveilleux, parce que le merveilleux arrive sans être prévenu, avec son propre jargon. Et au début, on se dit, tiens, qu'est-ce que je viens de lire ? Comment tu doses cette intensité du fantastique ? Moi, j'aime beaucoup la porosité de la frontière entre la réalité et, disons, l'étrangeté. Et au-delà un peu de l'espèce de codification des genres, tu écris du fantastique, tu écris de la fantasy, tu écris de la science-fiction, etc. Et je crois que ça vient d'un rapport très lointain à la fiction, qui est que moi, comme beaucoup d'enfants, j'avais une imagination délirante. J'imaginais beaucoup de personnages qui étaient tout le temps autour de moi, je leur parlais, on faisait des trucs dans la rue, ils n'existaient pas. Hein. Et des fois, quand on grandit, on coupe avec ça, c'est même plutôt sain. Mais pour des tas de raisons, moi j'ai continué un peu à vivre dedans, et la réalité, elle m'a toujours paru très très étrange. Et quand j'ai écrit Moonwalk, cette étrangeté, elle est venue tout de suite. Alors je sais que c'est désarçonnant, des fois je me demande est-ce que j'ai bien fait ? Enfin, je vois bien que des fois je parle à des libraires par exemple, ils sont un peu perturbés, est-ce que c'est du coup on va la mettre sur la table réalité, sur la table littérature de l'imaginaire, et ça me fait un peu peur d'être entre deux chaises comme ça, mais en même temps je me vois pas faire autrement parce que c'est vraiment un rapport au réel, quoi. J'ai oublié de te demander, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire ? Alors, Moonwalk, comment j'ai déréglé ma mère, c'est l'histoire de Marin qui a 12 ans. Donc, il a une mère qui trouve, pas une mère modèle, hein, il trouve qu'elle est toujours en retard, qu'elle oublie tout le temps des choses, qu'elle l'élève pas assez bien. Si vous avez des enfants, ça doit vous parler. Si vous avez des parents aussi, ça doit vous parler. Et un jour, il a une grosse dispute avec sa mère, mais vraiment la grosse dispute. Et le lendemain, quand il se réveille, sa mère est persuadée d'avoir 17 ans.
Elle pense qu'elle est revenue à l'âge de 17 ans, elle pense que son fils c'est son frère. Donc ça, c'est pas très pratique d'avoir une mère qui retombe en adolescence. Mais ce qui est encore moins pratique, c'est que le lendemain, quand il se réveille de nouveau, elle est persuadée d'avoir 16 ans. Et puis 15 ans, et puis 14 ans, 13 ans, 12 ans. En fait, elle perd une année par jour. Et lui, il va se lancer dans une course contre la montre pour essayer de la réparer, de la remettre à l'endroit, comme il dit. D'où le sous-titre « Comment j'ai déréglé ma mère ». Dans Moonwalk, on explore la question de faut-il faire comme ses parents ou ne pas faire comme ses parents. On a vu que c'était aussi le cas dans ton roman précédent. Il y a aussi une question de différence de classe qu'on retrouve dans les deux, notamment là entre Marin et Romy. Comment cette question de différence de classe s'intègre dans tes récits ? Dans Moonwalk, ce qui m'intéressait, c'était de partir d'un sentiment qui marque un peu le début de la préadolescence, qui est le moment où on commence à avoir honte de ses parents. Pendant un moment, on pense quand même qu'ils sont géniaux, et puis un moment, vraiment, quand on est dehors avec eux, ça devient difficile, on a honte. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un jalon vers l'entrée dans la préadolescence, avoir honte de ses parents. Et en fait, quand j'ai réfléchi à cette honte, voilà, qu'est-ce qui pourrait provoquer la honte, pourquoi Marin a honte de sa mère, je me suis dit que ce serait important d'inclure aussi la question sociale. C'est-à-dire que la honte de ses parents, c'est pas seulement trouver qu'ils sont ringards, etc., mais c'est trouver qu'ils sont pas assez bien selon, effectivement, les normes de classe de la société. Donc la mère de Marin, qui vit dans son petit appartement, où ils sont un peu entassés avec la grand-mère, le métier qu'elle fait, être soignante, son fils, il trouve que c'est nul. Et c'est aussi la source de sa comparaison aux autres mères, qui pensent être de meilleures mères, mais dont il a pas l'idée qu'en fait ce sont des mères plus riches aussi, qui peuvent donner cette impression de perfection éducative. Et pour moi, la question, oui, voilà, avoir honte de ses parents parce que socialement, ils sont pas comme on voudrait, elle était vraiment au cœur du livre. Oui, toi aussi, dans ton livre, il y a une question de lutte des classes, il y a des catégories pour les élèves. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Je trouve que la scolarité est souvent très marquée par le mythe de la méritocratie et que c'est quelque chose qui est pas si facile que ça à déconstruire. Et ça m'intéressait de réfléchir à ça et d'y réfléchir de la place d'une élève privilégiée qui justement a tout intérêt à croire au mythe de la méritocratie. Et tu dis mythe de la méritocratie par rapport à Bourdieu ? Par rapport à Emmanuel Macron. Tu veux dire, c'est plus facile d'être bon en classe quand on a de quoi manger tous les jours ? Il y a ça aussi. Dans l'Institut du Nouveau Lendemain, il y a quand même une interaction forte entre la question du souvenir traumatique, justement, et des performances académiques. C'est complètement lié dans les croyances de Luce et dans les croyances de l'Institut en général à la valeur des élèves en tant que personnes, même. Je sais pas précisément pourquoi j'ai voulu travailler ça, mais j'ai l'intuition que ça fait partie des intersections très importantes avec les questions féministes, etc. Et que c'est aussi un moyen dans l'Institut de diviser pour mieux régner, d'empêcher une convergence des luttes, etc. Je pense que c'est la nappe rouge qui me fait partir en mode camarades, révoltez-vous. Et c'est quelque chose que j'observe quand même régulièrement autour de moi, ces classifications des gens, les façons dont on se rassure en disant que certaines personnes valent mieux que d'autres, méritent plus que d'autres, etc. Et c'est quelque chose qui me gratte toujours un peu. Et le système des rangs, il y a certains éléments que j'ai pensés après avoir bossé au Festival de Cannes, où je bossais en tant que photographe. Il y a plein d'accréditations différentes au Festival de Cannes et moi j'avais une accréditation presse plutôt bonne qui faisait que j'avais droit à un casier, j'avais accès à certaines, genre à la terrasse où on pouvait aller se reposer et tout, et mes potes avec qui je bossais et qui avaient les mêmes fonctions que moi avaient des moins bonnes accréditations. Et c'était hyper intéressant d'observer ce que ça me faisait à moi, mes petits privilèges nuls, mais qui étaient quand même des privilèges, ce que ça leur faisait à eux de voir qu'ils n'avaient pas eu la même chose que moi et pourquoi, les questions que ça posait, etc. Et de remarquer que, je pense pas que ça soit une volonté du festival, mais j'en sais rien, tout était organisé de façon à ce que on se retrouve souvent séparés, mais ils apercevaient toujours les privilèges que j'avais. J'avais des meilleures places qu'eux dans les cinémas, quand j'allais aux projections, mais ils me voyaient de là où j'étais. Et on n'avait pas les mêmes files d'attente, j'avais des files d'attente plus courtes, mais eux ils étaient à côté, avec la plèbe. Tout ça, ça m'intéresse. Tout ça, les effets que ça a sur les gens et la façon dont on en vient à se conformer à ça et à penser que quelque part il y a une forme de logique là-dedans et que si on se retrouve dans telle ou telle posture, c'est qu'on le mérite. Audrey, comme tu enseignes la littérature, tu connais la structure et tu dis souvent que tu utilises l'archétype du conte initiatique dans ton écriture. Est-ce que tu es une technicienne de l'écriture ? Est-ce que tu sais qu'il faut telle chose dans l'introduction, tel arc, tel élément déclencheur, que le conte
est construit de telle manière? Est-ce que tu utilises ça quand tu te mets à écrire? Pas du tout pour l'écriture, en fait, parce que justement, j'étais biberonnée à ça pour les plans de dissertation, etc. Et pour moi, l'écriture, c'est aussi le moyen de me libérer un petit peu de ça. Donc, non, j'essaie de fonctionner de façon très inductive. Chloé disait ça tout à l'heure j'ai pas d'idée de ce que je veux faire, mais je pars d'expérience, etc. Et en fait, moi, je pense que la structure, on n'a pas besoin de l'apprendre au début, parce qu'en fait, on baigne dans des tas d'histoires, et en fait, cette structure, elle n'existe pas indépendamment de ces histoires. C'est les formes de répétition, d'écho, d'organisation récurrente. Et en fait, lire et entendre des histoires, ça peut suffire pour apprendre cette structure de façon vraiment innée, quoi. Donc moi, j'avais jamais lu, par exemple, de livres de dramaturgie avant de publier La Clé des Champs. Et suite à la publication de La Clé des Champs, Chloé, elle m'a parlé de ces livres, et j'ai été les lire, et je les ai trouvés extrêmement intéressants, mais je suis contente d'avoir pu expérimenter mon écriture avant d'en venir. Je suis contente que ce soit venu a posteriori, plus comme une forme de boîte à outils, ou des fois quand je suis bloquée, ça peut m'aider à, je sais pas, à conscientiser des choses que je ressens, là, il y a un ventre mou, etc. Mais en fait, je suis contente d'avoir pu expérimenter mon écriture avant. Tu disais tout à l'heure, l'Apocalypse selon Magda, c'est chouette parce que il y a ce côté chronique, intime, et en fait, moi je trouve ça merveilleux que ça puisse exister, et je crois beaucoup au fait que la structure, elle doit venir après, paradoxalement. C'est une phase de la réécriture, mais pas être formaté par ça, quoi. Oui, sinon le risque, c'est un peu d'appliquer une recette et que tout se ressemble, et par contre, je crois qu'elle est très précieuse pour retravailler, mais une fois qu'on a la base, la masse, la glaise, quoi. Alors, on va parler maintenant de la famille. Vous avez des héroïnes, Robin, Luce, Magda, Marin, qui sont tous confrontés à différentes structures d'autorité. Alors, il y a l'institut, la famille des voleurs, l'apocalypse annoncée, la famille, l'école, et ils ont tous un fort désir d'émancipation. Pourquoi est-ce que, pour vous, l'adolescence, c'est un moment narratif idéal pour explorer ces tensions ? Alors moi, très égoïstement, c'est la période où c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'avais besoin qu'on me dise un jour ça sera toi qui décideras, un jour tu seras libre, un jour tu construiras ta vie selon ce qui te semble juste, quitte à faire des erreurs. Et c'était important pour moi d'avoir des personnages qui font des erreurs. Mais moi, je vois pas du tout l'enfance comme une espèce de paradis perdu et de moments d'insouciance, etc. Je le vois quand même comme une période de la vie, de contraintes, où on peut pas se définir par soi-même et où le temps est long. Et moi, je me souviens de cette période de l'adolescence où tu commences à te rendre compte que le moment où tu vas vivre ta propre vie, prendre tes propres décisions est plus très loin. C'est peut-être juste hyper personnel et autobiographique, mais moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversée quand je l'ai vécu et qui continue de me bouleverser, et c'est vraiment la promesse que j'ai envie de faire aux ados, de leur dire vous serez libres, vous ferez vos propres choix et vous pourrez complètement vous émanciper à la fois de l'endroit où vous avez grandi, des personnes avec qui vous avez grandi, mais aussi de leurs valeurs. C'est ce qui se passe pour Luce. Ouais, l'émancipation, c'est un peu un des thèmes matriciels d'une grosse partie de la littérature narrative, parce qu'effectivement, quand on raconte la progression d'un personnage, il y a toujours une forme de révélation à soi-même, et ça s'ancre, comme le disait Chloé. Je trouve ça difficile d'écrire de la littérature de jeunesse sans penser sous toutes ses formes à la question de l'émancipation, parce que c'est le grand souci de toute cette période qui va effectivement de l'enfance au jeune adulte. Et dans vos deux récits, il y a aussi une figure tutélaire, c'est la figure de la grand-mère qui est particulièrement importante. C'est quoi la fonction narrative et symbolique de la grand-mère ? Oui, moi, elle apparaît dans Moonwalk. Je trouvais ça intéressant que la relation du fils avec la mère, elle fasse écho, soit un écho par la similarité, soit par la différence, avec la relation entre, d'une part, la mère et la grand-mère, et aussi entre le fils et la grand-mère, parce qu'on le disait avec Chloé aussi, des fois, c'est plus facile d'être proche de ses grands-parents que de ses parents. Il y a quelque chose qui peut s'exprimer. Et je trouve qu'une fois qu'on a ces diverses générations, ça problématise tellement les rapports familiaux que ça devient tout de suite très très intéressant à écrire. Moi, j'ai une grand-mère dont je suis très proche et à qui j'ai dédié mon livre. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la figure de la grand-mère, qui est le fait qu'à la fois, ce soit une personne qui fait partie de la famille,
presque du noyau familial et dont on pourrait s'attendre à un amour inconditionnel, à quelque chose de l'ordre de l'évidence. Mais je trouve quand même que souvent, les relations grand-mère-petite-fille peuvent être vachement belles, de ce que j'observe autour de moi. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du choix là-dedans. Beaucoup plus qu'avec des parents, etc. Je trouve que souvent, dans les très belles relations grand-mère-petite-fille, il y a quelque chose où des deux côtés, on se choisit. Et j'avais vraiment envie de raconter ça. Ça m'intéressait plus de raconter ça que de raconter l'histoire de parents qui s'occuperaient de leurs enfants comme ça dans un monde qui se casse la gueule. J'aimais vraiment l'idée qu'il y ait quelque part un choix actif dans ce compagnonnage-là. Alors les grand-mères sont présentes, mais par contre, il y a des absents ou des défaillants dans vos romans tous les deux. Sont les hommes, que ce soit dans l'Univers de Marin ou dans celui de Luce. Est-ce que c'est un choix narratif conscient ou, sans rentrer dans les détails, est-ce que c'est l'expression d'une certaine défaillance personnelle dans vos propres récits? Alors sache que quand j'ai conçu le canevas de Moonwalk, là, le synopsis, le personnage masculin, c'était encore pire. Et en fait, je l'ai pitché dans le train à une amie qui à l'époque vivait une séparation et donc avait organisé une garde alternée pour son fils, etc. Et elle m'a dit, tu sais, c'est important que la figure du père soit pas complètement rétamée par terre. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il apparaissait au tout début, puis après il disparaissait. Et je me suis dit, non, elle a raison, faut que j'en fasse un personnage de l'histoire, même s'il n'est pas glorifié, même s'il a ses failles. Il fait partie de cette famille un peu bricolée. Et donc, je l'ai réintégré dans plusieurs scènes de l'histoire. Et en fait, j'en suis très contente, même s'il continue effectivement d'être un personnage avec beaucoup de failles. Il existe et finalement, moi, je le trouve assez attachant. Alors moi, je tiens à dire que je déteste pas les hommes, j'ai un très bon ami homme. Moi, c'est pas tant une question du fait que ce sont des hommes que le fait que finalement j'ai des personnages qui sont pris dans un système et un système qui est hyper polarisé et qui est un système de domination. Et il se trouve que comme il n'y a pas d'élèves garçons dans cet institut, la domination, elle est exercée plutôt par des hommes. Et voilà, mais je l'ai pas pensé en me disant je vais mettre que des hommes vilains, quoi. C'est pas de cet ordre-là. Mais je pense que dans un système de domination où les dominations sont pas interrogées par les personnes qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est des dérives qui sont logiques, quoi. Encore une fois, j'ai l'impression de tirer un fil. Justement, ça m'intéresse pas de présenter des monstres. Et de dire c'est vraiment des salauds, je pense pas ça, je pense juste que le système est pourri et que parfois peut-être on peut y trouver des petits échos avec des choses du réel, mais voilà, je laisse les gens tirer leurs propres conclusions. C'est quoi la différence entre l'écriture jeunesse 10-12 d'Audrey et l'écriture young adulte de Chloé? Quelles sont les limites entre les deux? C'est un peu deux salles, deux ambiances quand même. Le livre de Chloé, il préfère des cauchemars à beaucoup d'enfants. Et à l'inverse, je pense pas que mon livre puisse vraiment... C'est pas ce qu'on a envie de lire à ce moment-là, même si on peut le lire et l'apprécier. Hein. Mais est-ce que c'est lié à l'âge ou est-ce que... Parce que c'est vrai que Chloé, si on lit ton livre et qu'on n'imagine pas la suite, on se dit, bon, la vie est une tartine de merde. Alors que chez Audrey, on va avoir plus d'optimisme et plus de légèreté dans la volonté d'écriture. Mais est-ce que c'est lié à l'âge ou est-ce que c'est lié à vos personnalités d'autrice? Non, je crois qu'il y a un truc avec l'âge. Vous voyez, il y a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines qui ont parlé de ça, Mario de Muraille, le fait que dans la littérature vraiment jeunesse, après la littérature ado, c'est une espèce de frontière floue, mais on a une espèce d'exigence de ne pas démoraliser le lecteur, de pas lui écraser la réalité sur la tête. Alors ça veut pas du tout dire qu'il peut pas y avoir des choses très dures. Moi je m'en étais pas rendu compte, c'est vraiment des retours de lecteurs et de lectrices qui m'ont fait apercevoir ça, mais donc je micro-spoil parce que c'est au début de La Clé des Champs, donc c'est pas grave. À un moment il y a l'animal d'un personnage qui meurt, vraiment son animal adoré, et franchement, le nombre de retours sur « j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps », c'est ça. Même, je me souviens d'un père qui l'avait lu à son enfant. C'est un père que je connaissais, il était dans mon entourage, et il m'a écrit pour me dire « Est-ce que c'est normal ? Elle vient de commencer le livre et elle pleure. » Et effectivement, je m'étais pas rendu compte, c'est une scène dure. On voit pas beaucoup d'animaux morts dans la littérature pour la jeunesse. Donc c'est une scène difficile, mais ce qui en est tiré est quand même du côté de l'espoir, parce que justement, l'héroïne va penser différemment son rapport avec son propre animal, et puis va aussi y avoir une forme d'alliance entre le frère et la sœur autour de cet événement un peu traumatique. Donc je dirais que c'est pas tellement au niveau du contenu, mais plus de ce que ça va produire, voilà, comme effet.
Je pense que l'une comme l'autre, on a choisi notre tranche d'âge par rapport à nos personnalités, peut-être, quoi. Encore une fois, moi, je suis beaucoup partie de ce que je ressentais quand j'étais ado, et je me sentais souvent sous-estimée aussi par rapport aux récits qu'on me servait, et j'avais vraiment envie de me frotter à la rugosité du monde et de me dire que je pouvais la regarder en face et l'encaisser d'une certaine manière, et je crois vachement à la catharsis, par exemple. Et pour moi, j'ai envie de faire des récits cathartiques, et je pense que c'est pour ça aussi que ça raconte pas la même chose. Et je me sentirais perdue, je pense, si je devais écrire pour les juniors. Ce que j'ai été chercher dans les livres, moi, une grosse partie de ma vie, c'était l'âpreté, justement, et le doux amer et tout ça. Mais j'ai repensé un truc. Est-ce que tu te souviens, Clémentine Beauvais, dans Écrire comme une abeille, elle parle d'une espèce de principe fondateur dans le ciblage du lectorat, qui est qu'il y a une peur en junior de ce qui peut sortir de ton corps, et que dans les livres ados, c'est une peur de l'intrusion dans ton corps, et que c'est un marqueur très fort de différenciation entre ces deux littératures-là. Ouais, c'est ça. Il y a des thèmes comme ça, c'est peut-être pas le seul, mais qu'on peut vraiment observer un changement. Alors ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des œuvres plus d'un côté ou de l'autre. Le choix de l'enfant intérieur, enfin de l'âge de l'enfant intérieur, c'est vrai que je pense qu'on se balade avec nos enfants intérieurs. Il y en a plusieurs, enfin nos adolescents intérieurs. Et il y en a un qui est un peu plus fort que les autres, et j'ai l'impression que c'est un peu pour cet âge-là qu'on va écrire, sachant que au cours de la vie, ça peut changer, un autre peut se mettre à parler plus fort. Est-ce qu'il y a des interdits ? Est-ce que vos éditeurs vous disent ça, c'est non avec votre tranche d'âge, à part les trucs illégaux évidemment. Mais... Moi, j'ai rien eu pour le moment. Peut-être que je teste et je vais de plus en plus loin et qu'à un moment donné, on va me dire non. Je sais que mon éditrice m'a dit qu'elle avait pas très envie que je tue des bébés. Voilà. Dans la vie ? Je crois que dans la vie, elle est assez ok, je lui demanderai. Moi, on m'a pas mis de limite pour le moment. Non, moi non plus. Je crois que elle est très libre, justement, la littérature de jeunesse. On voit aussi beaucoup de gens aborder des sujets compliqués. Les interdits sont plutôt, je crois, au niveau des types d'écriture. Chloé parlait du voyeurisme, par exemple. Ça vous donne une responsabilité dans la manière dont ça va être livré ? Et est-ce qu'il y a une crainte aussi de ce que pourraient dire des parents Moi, c'est l'anecdote récurrente des salons du livre. C'est quand j'arrive avec la clé des champs, systématiquement, à un moment, je pitch. Et c'est souvent des grands-parents, mais des fois, c'est les parents qui se mettent à pas lire et à entraîner leur enfant vers un autre stand. Et c'est pour devenir voleur. Et je veux les remercier parce que c'est ce qui donne envie à leur enfant de lire le livre. C'est une des difficultés de la littérature de jeunesse, c'est que tu dois séduire les prescripteurs, voilà, les acheteurs, etc. Mais en même temps, ce qui plaît aux prescripteurs, c'est pas forcément ce qui plaît aux lecteurs. Et une sorte de, je sais pas comment dire, de pirouette à trouver pour que ça atteigne son but. Moi, je pensais moins aux grands qu'aux petits, en me disant, est-ce que quand on écrit une histoire, on se dit, je vais peut-être instiller une idée dans la tête de cet enfant ou de ce jeune en développement, et du coup, est-ce que ça vous charge d'une responsabilité de pas propulser des idées qui seraient nauséabondes ou craignos ? Je crois que sur la question des valeurs, ça joue à fond. On disait tout à l'heure avec Chloé, on se méfie un peu de la littérature démonstrative, celle qui va avoir cette dimension allégorique. Je crois que c'est toutes les deux des livres qu'on n'apprécie pas trop de lire. Mais par contre, ça veut pas dire que les livres sont pas imbibés de valeurs, justement. Et oui, c'est aussi quelque chose qu'on veut transmettre. Une fois en rencontre scolaire, c'était une rencontre scolaire dans un collège pas ultra catholique, mais vraiment collège privé, etc., avec des petits enfants modèles et tout. Et première question, le gamin qui lève la main, ça se voyait qu'il avait trop envie de la poser, il était sur son siège comme ça depuis 5 minutes. Et il fait Madame, pourquoi il y a des homosexuels dans votre livre ? Et j'ai trouvé ça génial. Parce qu'en plus, c'est un petit élément du livre, c'est pas le sujet, mais ça l'avait marqué. Et dans une autre rencontre, on m'a posé la question, l'enseignante a dit « Ah oui, je me souvenais plus de ce détail ». Et je me suis dit, mais voilà, ça a quand même transité. Donc c'est sûr qu'en jeunesse, on veut agir sur son lecteur parce que justement, il est dans cette grande période de formation de lui-même. Mais personnellement, moi, je trouve que ça sert à rien de donner des leçons de morale. C'est plus dans quel univers on a envie de les faire vivre. Est-ce qu'on a envie de les faire vivre dans un univers où les gens sont plutôt comme ci, plutôt comme ça ? Moi, c'est un truc sur lequel je m'interroge beaucoup parce qu'il y a des situations que je présente qui sont plus ou moins ambiguës, parce que j'ai vraiment à cœur d'avoir des personnages qui font des erreurs. Que ça soit Magda ou Luce, j'approuve pas forcément tout ce qu'elles font. Et j'essaie de me dire que déjà, il y a la question de la logique de l'histoire, de la logique du personnage à laquelle il faut être fidèle, et de l'intelligence des lectrices et des lecteurs pour capter
les petits indices ou pour se poser les questions qui viennent ou pour ne pas être d'accord avec le livre. Mais c'est une vraie question, celle d'abandonner le contrôle sur ce qu'on est en train de raconter, de laisser les gens s'en emparer. Je trouve que c'est pas simple. Et moi aussi, j'ai une anecdote de dédicace. J'ai fait un festival où je me suis retrouvée placée avec les tout petits un moment pour un problème de place et de table et tout ça. Donc de temps en temps, j'avais des grands-parents qui venaient voir quand même ce que je faisais parce qu'ils avaient une petite fille, un petit-fils ado. Et j'en ai eu plusieurs qui étaient assez horrifiés que je leur dise que c'était une histoire de révolte et tout ça et qui me disaient mais vraiment, moi mes petits-enfants, juste ils obéissent pas assez, jamais je vais leur faire lire ça quoi. Et j'ai trouvé ça fou. Et j'ai fait un autre salon après où c'était une maman qui est venue acheter pour ses enfants et qui m'a dit mais le monde en ce moment c'est vraiment de la merde, donc il faut leur apprendre à contester le système et à se révolter et à toujours questionner ce qu'on leur sert et à se construire un esprit critique. Et j'étais hyper fière qu'elle veuille acheter mon livre pour ça. Alors maintenant, on va parler popote. Ah, Puisque vous êtes à vos premiers romans, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous écrivez, c'est-à-dire très concrètement, vu que vous avez toutes les deux un autre métier, enseignante, photographe, comment ça se passe dans votre journée? Est-ce que vous avez une routine d'écriture? Ça commence à quelle heure? Qu'est-ce qu'on fait pour s'y mettre? on est fatigué, Yannick. On est très fatigué. Personnellement, c'est très compliqué parce que je travaille beaucoup et que, étant freelance, j'ai toujours la culpabilité de me dire il y a un truc que je devrais être en train de faire. Il y a aucun moment où je me dis j'ai fini ma journée de travail, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, ça n'existe pas. Et c'est très compliqué de toujours arbitrer pour savoir où laisser de la place à l'écriture sans culpabilité. La culpabilité étant un peu mon fond de commerce. C'est vraiment très très compliqué et je me rends compte que j'écris mieux le soir. Un moment où je sais que plus personne n'attend rien de moi et que c'est socialement acceptable que je sois sous mon plaid et à ne répondre à rien. Mais c'est très compliqué parce que ça mange la vie sociale. Je me rends compte que ce qui fonctionne pour moi, c'est de m'astreindre à une vraie régularité. Mais c'est un gros sacrifice, principalement de vie sociale. Une fois que j'ai fini ma journée de photographe, je dîne tôt et je plonge, quoi. Je plonge vraiment dans mon texte, dans l'écriture, avec plus ou moins de capacité de concentration selon les jours, etc. Et je lâche pas jusqu'à l'heure du coucher. Et sur le tome 1, j'avais pas de rituel. Et sur le tome 2, j'avais besoin d'allumer ma petite bougie odeur feu de bois pour me mettre dans l'ambiance. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Il y a la playlist aussi. En général, moi, c'est du violoncelle. Enfin, en tout cas, sur la trilogie des Visages du Feu, c'est ce qui fonctionne. Et il y a un truc qui marche bien quand vraiment je me sens pas connectée à ce que je dois faire, c'est que j'ai quelques scènes de séries, de films qui m'ont énormément émue quand je les ai vus et qui ont toujours un pouvoir émotionnel très fort sur moi. Donc quand j'arrive pas à m'y mettre, je regarde ces scènes, une de ces scènes ou toutes, et je pleure, mais à fond. Je fais les chutes du Niagara et après, il y a quelque chose qui est purgé et il y a une disponibilité émotionnelle qui fait que je peux plonger dans mon texte et me mettre dans cet état très particulier. Moi, j'ai un travail à côté, enfin en parallèle, quoi. Et j'ai aussi des enfants en bas âge, c'est-à-dire que j'écris quand je peux. C'est vraiment le système D. J'ai pas de routine d'écriture parce que, en fait, c'est vraiment, je traque les interstices de la vie. Je trouve que c'est une vraie question, comment écrire quand on est parent et surtout quand on est mère, parce que il y a effectivement le temps, la question du temps, quand est-ce qu'on a du temps, mais même quand on a du temps, il y a la question de la disponibilité mentale, parce que souvent on se retrouve un peu sur les rotules. Or, écrire, ça demande quand même une forme de courage, voilà, ça prend du temps, de la concentration. La clé des champs, c'était un peu particulier, c'est que je m'étais vraiment lancé le défi de l'écrire parce que Chloé écrivait en même temps. Donc en fait, j'étais ultra motivée du parallèle d'écriture, de pouvoir échanger avec elle. Ça a croisé, j'avais commencé avant, mais ça a croisé la période du confinement. Donc je m'étais vraiment dit, je plonge dedans. Et en fait, je faisais ça la nuit. C'était vraiment un livre de la nuit, quoi. Pas étonnant que ça parle des voleurs. Et pour Moonwalk, j'ai gratté là où je pouvais. Par exemple, une grosse partie du livre, j'ai écrit quand j'étais un truc pas du tout rigolo en soi. J'étais au jury de l'agrégation, mais j'avais 1h30 de train le matin, 1h30 le soir. Et ces 3 heures, donc j'écrivais dans un carnet. Alors je me disais, c'est complètement à l'arrache, j'écris juste des bribes, il faut pas que je rate le métro 6. Enfin. Et en fait, au bout d'un mois, j'avais quand même une grosse partie de mon histoire dans ce carnet, donc j'essaie de faire comme ça. Ouais, comme le disait Chloé, franchement, ça aide d'écrire
un peu tous les jours, même quand on trouve que ce qu'on fait est un peu insatisfaisant, même quand on aurait aimé écrire plus, parce qu'on rompt pas le fil avec cette espèce d'immersion dans son récit. Moi, j'aime beaucoup micro-rêver les scènes que je vais écrire quand je m'endors, ou quand je fais du vélo, quand je marche, ou quand je fais la cuisine. La douche. Est-ce qu'on peut La parler douche. de la douche? Non, mais moi, je peux pas prendre de douche. J'ai toujours un enfant qui débarque en demandant un truc, mais... Moi, je prends plein de douches. Ouais, je les micro-rêve et puis je vois les réponses des personnages, leurs dialogues émerger. Si on arrive, comme le disait Chloé, à se mettre dans cet état-là et à trouver cette régularité, le livre, il finit quand même par avancer, quoi. Moi, c'est un des premiers conseils qu'on m'a donné d'écriture, qui était écrit tous les jours, et je l'ai pas du tout fait pendant hyper longtemps. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se muscle au bout d'un moment et qui fonctionne, quoi. Pendant mes journées de travail en photo, quand je suis en retouche, quand je suis sur des choses qui me demandent pas trop de cerveau, en général, j'ai toujours en parallèle souvent des masterclass d'écriture ou ce genre de trucs, parce que ça me donne l'impression déjà de pas perdre le lien avec mon roman que j'ai envie d'écrire, et ça me donne l'impression de discuter avec mes collègues en même temps, alors que je discute pas du tout. J'écoute les gens qui disent des trucs, mais ça m'aide vraiment à garder une connexion tout le temps et une acuité par rapport à l'écriture, et à faire fonctionner en tâche de fond les questions d'intrigue, etc., et à jamais les perdre. Et c'est ce qui fait que moi aussi, les personnages viennent me raconter des trucs de temps en temps. Et on a aussi un autre truc qui nous est commun à toutes les deux, vu que on a écrit La Clé des Champs et l'Institut du Nouveau Lendemain en même temps. On est sur WhatsApp tout le temps ensemble, et avec zéro clapet entre notre cerveau et nos mains, quoi, et notre clavier. Et donc dès qu'on a des questionnements, que ça soit un petit truc de vocabulaire, une phrase dont on est contente, qu'on a envie de se partager, ou des questions abyssales d'intrigue ou de motivation de personnage et tout, ou nos rêveries juste autour de ça, on se les écrit et on se répond, et on est dans un dialogue constant. C'est peut-être l'occasion de nous raconter votre rencontre sur des forums d'écriture. Alors, moi, ma vie a changé le jour où j'ai eu Internet. vers l'entrée au collège, là, en 6e. Et sur Internet, j'ai découvert les forums d'écriture. Et sur le forum d'écriture, j'ai découvert Chloé. Je te laisse continuer. Sur les forums d'écriture, j'ai découvert Audrey. On était sur 2 forums en commun. On était sur le site casibao.net, qui était un site dédié aux ados. Et il y avait un forum qui s'appelait Graines d'écrivain. Ah, il y avait le chemin de la poésie aussi, ou un truc comme ça. Et c'était... Et celui qu'on avait créé, Poussière Oui, de mais mots. ça, c'est après. Ça tient un peu des geeks, parce qu'en 6e, quand on découvre Internet, aller sur un forum d'écriture, excusez-moi, mais mais c'est pas complètement. top Ah, mais popularité. t'es une grosse geek, hein. Mais alors avant, moi, j'étais sur les chats poésie de Caramel, et c'était vraiment pas bien. Ça parlait de tout sauf de poésie. Mais on était sur d'autres chats avec Mike. Ah bah, vous êtes des geeks aussi. Voilà. Bah ouais. Mais ouais, effectivement, bah moi j'ai trouvé ce site casibao.net un peu au pif, ou dans une pub dans Okapi ou un truc comme ça, quoi. Et ça a changé ma vie, parce que je me suis retrouvée avec plein d'ados qui aimaient écrire. Moi, j'avais jamais rencontré personne qui aimait écrire, quoi. J'avais 11 ans, c'était ma vie, je faisais que ça, mais vraiment j'étais un peu seule dans la cour de récré, quoi. Quand je disais Bilal, il se passerait ça, machin, ça marchait pas du tout. Les autres, ils nous trouvaient bizarres, et on Mais on rencontrait était des bizarres, gens Audrey. qui adoraient Toujours. nous, voilà, qui Ouais. étaient bizarres comme nous. C'est C'était ça, trop et bien. c'était fou, c'était une révélation pour moi énorme de savoir qu'il y avait d'autres gens bizarres. Et que ce qui j'allais est trouver drôle, mon c'est groupe. que c'était un microcosme, parce que dans ce forum où on était, mais on était des micro-ados, quoi. Il y a des gens vraiment qui sont devenus écrivains, écrivaines. Je pense notamment à Colline Pierret qui était avec nous sur ce forum, quoi. Donc c'était un vrai, j'ose pas dire pépinière, ça fait un peu macroniste. C'est vrai. Mais voilà. Mais il y avait aussi autre chose qui était, enfin pour moi ça a été important, ça l'était moins pour toi, mais il y avait aussi un forum Harry Potter sur lequel on était. Bon, Harry Potter, on sait ce qu'on pense aujourd'hui de J.K. Rowling, mais bref. Et moi j'ai écrit... Dissocions l'œuvre de l'artiste. Autre podcast, on repart pour Oui, 4 heures. puis c'était pendant la publication, c'était vraiment Voilà. nos livres de À vie. l'époque, on ouais. la croyait sympa. Mais moi j'ai eu une grosse pratique de la fanfiction Harry Potter, et c'était un truc qui a musclé mon écriture, qui m'a appris énormément, et qui m'a appris ce que c'était d'avoir des lecteurs et des lectrices, et comment ça peut te porter aussi. Et moi ça a été hyper important dans la construction. Toi t'étais sur le forum, mais tu écrivais pas de fanfiction, je crois. Non, moi moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la publication sur ces forums en feuilleton, en fait. Et j'écrivais un chapitre, puis j'attendais que les gens disent la suite. Et du coup, j'écrivais la suite, et j'étais hyper motivée. J'écrivais le matin avant de partir au collège, lycée, le soir en rentrant. Et Chloé, je l'ai rencontrée très vite. Donc c'était pas un type chelou, c'était vraiment C'était pile vraiment de mon moi. âge. Ouais, on s'est pas lâché voilà, autour de l'écriture. Et comme elle le disait, maintenant on a ce qu'on appelle notre hotline d'écriture. On lance des SOS. SOS, je suis coincée dans mon intrigue, et moi j'ai plein de problèmes d'histoire, de récits qui sont débloqués grâce à Chloé. Bah pareil. Alors ça, c'est pour écrire, mais Chloé, toi, tu utilises aussi des bêta-readers pour tester tes histoires. Que tu peux nous dire un peu plus ? J'avais besoin, avant d'envoyer mon manuscrit à des professionnels de l'édition,
et j'ai toujours besoin de le blinder au maximum et de le mener le plus loin possible. Pour ça, la première fois que j'ai fait mon recrutement de bêta reader, c'était sur Facebook. C'était après mon premier jet, c'était après une première phase de retravail, et j'avais l'impression que j'étais arrivée au max de ce que je pouvais faire toute seule sur ce roman. Il a encore beaucoup bougé après, mais voilà. Et j'ai posté un résumé en disant, voilà, si c'est quelque chose qui aurait pu vous attirer dans une librairie et que vous avez un peu de temps, genre d'ici 2 mois, quoi, bah n'hésitez pas à vous porter volontaire, je vous envoie le texte et tout ça. J'ai eu quand même une 15aine de réponses, et quasiment tout le monde l'a lu, donc j'étais hyper étonnée. La question de ce que tu demandes comme retour est super importante, je trouve. Et moi, je demande des retours de lecture naïve, à savoir tel passage m'a ému, ou ça j'ai pas compris, ou là je me suis ennuyée, ou ce personnage je l'aime pas, ce personnage je l'adore, etc. Des choses vraiment de l'ordre émotionnel, très premier degré, sans qu'on analyse. dise, je trouve que ton élément déclencheur arrive un peu tard. Exactement. Mais je veux qu'on me dise, je m'ennuie un peu au début et je me demande où est-ce qu'on va. Ça me parle. Et un truc que j'ai appris aussi en suivant une formation de scénario, c'était que c'est important aussi d'énoncer ce qui est positif. Parce qu'au bout d'un moment, t'as plus de recul sur ton texte et tu peux avoir envie de un peu tout balancer ou de couper énormément. Il y a un truc un peu jouissif au bout d'un moment à couper énormément. Une fois que t'as lâché le truc de non, c'est mon texte, j'y touche pas, c'est hyper agréable de couper des grands trucs et de te dire allez, j'y vais. Et c'est très important d'avoir des retours sur ce qui est positif pour savoir quels sont les points forts, quelles sont les choses autour desquelles tu articules tout le reste, quoi. Donc voilà, je fonctionne comme ça, et là j'ai un nouveau truc récent où j'ai cherché des relecteurs, relectrices sensibles sur des points spécifiques pour pas avoir un discours oppressif ou rempli de biais, de préjugés, tout ça. Vous avez toutes les deux la même agent, mais c'est pas quelqu'un qui se contente juste de faire de la négociation contractuelle, c'est quelqu'un qui fait du développement. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa fonction? Alors je suis obligée de balancer que Audrey a fait un cœur avec les doigts, et que je m'associe à ce cœur avec les doigts. Ouais, parce qu'on l'adore, parce que c'est notre, je sais pas, c'est une forme de mentoresse. T'as dit que c'était un psy d'écriture récemment. Ouais, un psy J'étais assez d'écriture, d'accord. c'est ça. C'est vrai qu'elle nous accompagne vraiment tout au long de l'écriture, autour de nos doutes. Et il y en a. Et il y en a. On est un peu les comment dire, je sais pas comment on dit, les agentés relous, hein, qui viennent toujours avec 1 milliard de doutes. Mais elle nous aide vraiment à aller au bout du chemin d'écriture. Et je crois qu'elle vous fait réécrire même. Beaucoup, oui, ouais. Elle a oui. un regard sur le texte. Alors, est-ce qu'on peut quand même la citer? Elle s'appelle Agathe Camus et elle fait partie de l'agence Astier-Péché, qui est une grosse agence littéraire, et elle est spécialisée en jeunesse et en BD. Donc elle a une expertise aussi sur nos publics, sur le milieu, etc. Et tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du dosage pour tel ou tel public, nous, je pense qu'on s'autorise aussi à écrire ce qu'on veut écrire parce qu'on sait que derrière, on a un garde-fou, que ça soit du côté de notre agente ou des maisons d'édition, qui savent mieux calibrer que nous ce qui est possible ou non. Et donc ouais, on a des rendez-vous mensuels pour parler de là où on en est. Moi, en général, je déverse juste que je doute et que j'y arriverai jamais. Et c'est super d'avoir quelqu'un qui est toujours de ton côté, quoi. Surtout dans un monde éditorial où les choses bougent beaucoup, où on sait qu'il y a pas mal de turnover dans les maisons, etc. D'avoir un élément stable qui a un regard à long terme sur une question de carrière, etc. C'est super. Déjà, elle rebondit sur ce qu'on pitch. Parfois, elle pose juste une question qui a l'air super anodine et en fait, ça fait changer toute une sous-intrigue et c'est assez fou. Et elle nous fait des retours sur nos textes très annotés parce qu'elle est aussi éditrice freelance à côté de ça, donc elle a un regard très très fin sur le texte. Et je trouve une capacité à jauger à quel point on peut le pousser plus loin, etc. Et pour être en accord. Je trouve qu'elle a toujours un temps d'avance sur ce qu'on voulait raconter, de quelle manière on voulait le raconter, etc. À quel moment il faudrait contacter un agent littéraire selon vous? Vous, à quel moment vous l'avez contacté, vous l'avez rencontré? On l'a pas contacté au À même des moment, moments très justement. différents. Ouais. Donc mon tome 1, je l'ai rebossé avec mes bêta-lectrices, etc. J'ai eu l'impression que je l'avais mené au max de ce qu'il pouvait être. Je l'ai envoyé à une première maison d'édition qui m'a dit non mais. Sauf que le mais, moi je voyais pas du tout comment le retravailler potentiellement et tout, et j'avais vraiment le sentiment que j'avais besoin de parler à quelqu'un du métier qui serait de mon côté, qui serait une alliée, etc. Donc je me suis beaucoup renseignée sur la question des agents, des agentes, et on me l'a chaudement recommandé, et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Et en fait ça a tout changé parce que l'objectif ça a été à partir de là de présenter le manuscrit le plus abouti possible en maison d'édition pour avoir une chance justement de signer direct avec la perspective d'une trilogie derrière, etc. Donc moi c'est survenu à ce moment-là, mais Audrey ça s'est pas du tout passé comme ça. Non, moi j'ai juste copié Chloé. Non, je plaisante. C'est en fait j'ai écrit La Clé des Champs, voilà, qui a connu son petit parcours. Et après je me suis lancée dans le 2e manuscrit. Alors j'avais commencé à l'écrire juste avant la sortie de La Clé des Champs parce que je voulais pas être contaminée par les retours. Avant de gagner le concours sur La Clé des Champs, t'avais envoyé des éditeurs?
Jamais. Donc toi, t'avais pas connu Non. la galère d'envoyer un manuscrit Non, mais sur lequel on alors n'a moi, pas de je réponse. suis le noob qui débarque. C'est un jour Chloé m'a dit, comme je disais tout à l'heure, ouais, tu dois envoyer ton manuscrit. Je fais OK. Je l'ai envoyé au concours Gallimard Jeunesse et j'ai eu une réponse positive. J'avais jamais essayé d'envoyer quelque chose avant. Et en fait, oui, j'ai débarqué dans ce monde-là vraiment comme un bisounours. Donc là, voilà, la clé des champs est parue et je mesurais ma chance parce que je sais que dans les parcours d'écrivain, il faut s'attendre à beaucoup de noms. Et d'ailleurs, je m'attends à ces noms à venir. Voilà, je trouve que ça fait aussi partie de ce qu'on choisit d'écrire, où on choisit de le publier, etc. Mais donc, je me suis retrouvée aussi face à un peu le syndrome du deuxième livre, c'est-à-dire le doute abyssal multiplié par 2 parce que il y a cette comparaison avec le premier, on veut faire un peu différent, mais en même temps pas non plus complètement différent. Et c'est là vraiment que s'est fait sentir le besoin d'avoir un interlocuteur ou une interlocutrice qui va pas poser comme préalable à la discussion on le prend pas, mais vraiment de dire c'est ça que tu veux faire, et ben on va le faire. Et ça m'a vraiment aidé d'avoir comme on disait tout à l'heure, cette psy d'écriture, c'est-à-dire on arrive avec une montagne de problèmes et elle nous aide à les démêler parce que justement il y a ce versant éditeur. Après il y a des auteurs, des autrices qui veulent vraiment plutôt un agent tourné vers la négociation. En fait il y a des tas de relations agentées mais il y a de la différentes. négociation de toute façon, parce que là on a oui. parlé de l'accompagnement, mais la négociation oui. c'est un vrai truc aussi, effectivement, avec une transparence que Oui, tu peux pas parce avoir que le ailleurs, je rapport pense. à l'éditeur, c'est un rapport merveilleux. On travaille ensemble autour de choses qui nous sont très chères. Moi, j'ai adoré travailler avec mon éditeur, là, Jean-Philippe Arvigno, et mon éditrice actuelle, Isabelle Stoufflet. Ils sont vraiment merveilleux. Moi, je veux rajouter aussi, moi aussi avec Claire Pissarra. Je le dis quand même, pour l'avoir dit. Mais justement, pour préserver ce merveilleux, des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se charge des questions difficiles, parce que il faut rentrer dans alors, c'est pas un rapport de force, mais c'est un rapport de négociation. Et en fait, quand on est avec l'éditeur ou l'éditrice, il y a un côté un peu, je sais pas comment tu le ressens, mais c'est un peu famille, quoi. Et c'est dur de mélanger ces rôles-là, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui va pouvoir s'affronter à ça. Comme ça, on peut compartimenter un peu. D'autant plus qu'il y a une dissymétrie. Quand on est face à une maison d'édition, on est quand même un peu tout seul avec son rêve d'écriture, etc. Et on est face à une machine, une entreprise, etc. Et moi, je trouve ça très bien de pouvoir préserver la part d'affect et de rêve, et que les questions contractuelles et tout se discutent ailleurs, quoi. Alors, pour finir, on va vous demander quelques conseils. D'abord, quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu ou lu ? Le premier que j'ai pas du tout suivi pendant très longtemps, c'était écrire tous les jours. En fait, excellent conseil. Vraiment très bon conseil. Et ça dédramatise plein de trucs, parce que quand tu produis énormément, tu peux jeter énormément aussi. Et ça vaut pour plein d'arts. C'était pareil en photo, j'ai arrêté de sacraliser tout ce que je faisais une fois que j'ai fait beaucoup. Et comme on est en novembre, que c'est la période du NaNoWriMo, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Le NaNoWriMo, je l'ai fait il y a, je pense, 10 ans, voire plus. Donc c'est un défi d'écriture qui court sur tout le mois de novembre, qui est un défi en ligne, mais il y a aussi des gens qui se retrouvent en vrai pour le faire ensemble. Et le but, c'est d'écrire 1556 mots par jour, je crois. Le but, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois. Et c'est beaucoup, 50 000 mots. Et 1556 mots, c'est hyper facile le premier jour. C'est un peu dur le deuxième. Le troisième, c'est l'enfer. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on peut pas prendre de retard, parce que sinon, après, ça veut dire qu'il faut en faire 3000 et quelques. Moi, je l'ai fait 2 fois. Waouh. À chaque fois, je me suis dit, je vais me lever tôt, c'est le seul moyen que je le fasse avant que mes gosses horreur. soient là. Et comme je me levais trop, que je dormais pas assez, je tombe malade au bout de 10 jours et j'arrête. Donc, je conseille aux gens qui sont de constitution assez forte ou qui ont plein de temps, sinon faut pas y aller. Ouais, moi, ça m'a donné confiance. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce volume de texte dont j'ai rien gardé à la fin, je me suis quand même dit, ok, je suis capable de produire un texte long et de tenir l'exercice et tout ça, et ça m'a donné confiance. Maintenant, quand je suis en période d'écriture de premier jet, je suis plutôt autour de 1000 mots par jour, et c'est déjà pas toujours facile de les sortir. Mais en tout cas, ça m'a appris un truc sur cette constance-là. Moi, il y a 2 choses qui m'aident. La première, elle est beaucoup liée à notre rencontre littéraire, tout ça. C'est que, en fait, on n'est pas obligé d'écrire seul. On peut vraiment écrire avec d'autres, pas forcément la même chose, mais pendant la même période, en se soutenant. Je crois que c'est vraiment aidant d'avoir des micro-partages. À un moment, avec Chloé, on faisait quelque chose que j'adorais, c'était on se partageait la phrase du jour. C'était dans ce qu'on avait écrit, une phrase ou une expression qu'on avait aimée. Et vraiment, c'était un très bon moment qui donnait envie de continuer à écrire. Et en fait, nous, on est un peu tributaires de cette
un peu conception assez occidentale et assez récente du génie qui écrit tout seul, mais dans beaucoup de cultures et même chez nous avant, on avait des formes d'écriture très collaboratives, les salons, etc. Donc je pense que ça aide de revenir vers ça. Et si je devais donner un conseil pratique qui moi m'aide pas mal quand je bloque, c'est d'essayer différentes formes. Enfin par exemple quand je démarre un récit et que j'ai un peu de mal à trouver la voix, etc. Ça peut être aidant de tenter première personne, troisième personne, passé simple, passé composé, ou même varier les formes du style un journal intime, un récit, une lettre, un compte rendu par un observateur extérieur. Et en fait, des fois, on débloque vraiment quelque chose pour trouver justement pas seulement l'histoire au sens de succession d'événements, mais vraiment plutôt ce qui va la rendre un peu singulière. Pour ma dernière question, je vais genrer la question parce qu'on nous reproche parfois d'avoir trop d'invités masculins, mais vous n'êtes pas obligé de genrer la réponse. Là, on fait exploser votre quota, là, c'est bon. Exactement. Quel conseil donneriez-vous à une adolescente qui veut devenir une autrice ? D'oser prendre de la place parce que personne te donnera cette place. Je suis en train de me parler à moi-même, en même temps, c'est super. Et d'y aller en affirmant quelque chose de sa propre singularité sans essayer de copier et donc sans essayer à tout prix d'écrire bien. Juste écrire comme soi, ça suffit, quitte à après sophistiquer un peu le truc, etc. Mais je trouve qu'on a souvent l'impression de pas être assez et que c'est comme ça qu'on alourdit un texte, notamment, ou c'est comme ça qu'on lui donne des petits atours un peu insupportables de posture, de coquetterie. Et moi, c'est un truc que j'ai vraiment mis très longtemps à comprendre. Et une grosse partie de mon travail sur mon tome 1, ça a été d'enlever toutes les choses qui étaient pas moi et de retrouver ma voix et la façon dont j'aurais écrit beaucoup plus naturellement. À cette adolescente qui veut écrire ou à cet adulte qui veut écrire, je lui dirais, un peu comme Chloé, faut oser, parce que dans mon propre parcours d'écriture, quand j'étais enfant, adolescente, j'écrivais vraiment des romans fleuves. Et puis en fait, quand je suis entrée en classe préparatoire littéraire à 18 ans, j'ai cessé d'écrire avec facilité. Enfin vraiment, j'ai quasiment pu écrire ou en pointillé parce que c'était tellement intimidant, cette fréquentation des chefs-d'œuvre, etc. Et j'ai pu recommencer que quand j'ai pu faire justement la clé des champs, finir un manuscrit, c'était en écrivant pour la jeunesse parce que c'était une sorte de ruse de l'ego. Voilà. Et en fait, oui, il faut arrêter. Enfin, c'est pas qu'il faut arrêter de vouloir faire de la grande littérature. De toute façon, si on écrit, c'est qu'une part de nous veut le faire. Mais l'important, c'est d'abord d'écrire. Et peut-être une espèce de devise que j'essaie de me répéter, c'est en matière d'écriture, mieux vaut ce qui existe imparfaitement que ce qui n'existe pas parfaitement. Et c'est un très bon mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un bon moment. C'était trop bien. Merci. C'est ainsi que s'achève cet épisode de La Machine à écrire. Nous remercions chaleureusement Chloé Volmerlo et Audrey Folot pour leur temps, leur complicité et leur générosité. L'Institut du Nouveau Lendemain et Moonwalk sont en vente dans toutes les bonnes librairies et on vous les recommande chaudement. Attention, si Moonwalk peut être lu dès 9 ans, l'Institut du Nouveau Lendemain vise un public qui va des adolescents avertis jusqu'aux adultes. Vous pouvez retrouver nos invités en dédicace dans les semaines à venir. On vous conseille de surveiller leurs réseaux sociaux respectifs sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune date de leur tournée et aller à leur rencontre. Si vous aimez La Machine à écrire, n'hésitez pas à nous dire quels sont les invités que vous aimeriez entendre dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires sur Apple Podcast et sur Instagram. N'hésitez pas non plus à nous proposer des thèmes et à nous partager les sujets d'écriture qui vous intéressent le plus. On fera de notre mieux pour les inclure dans de futurs épisodes. Et pour savoir quand un nouvel épisode est disponible, vous pouvez toujours vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi, qui compte déjà plus de 5000 abonnés. Chaque vendredi, nous y partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, de quoi vous divertir et vous émouvoir chaque fin de semaine. Vous y trouverez de quoi occuper vos soirées et aussi de bonnes idées cadeaux adaptées à tous les âges. Pour s'y inscrire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés et parler de nous à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir. Avant de se quitter, nous tenons à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin, qui nous hébergent pour les enregistrements. Et surtout, un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, on vous dit à bientôt.
Aujourd'hui, tu bosses pour qui alors? C'est qui tes clients? Je bosse pas mal dans le milieu de l'édition BD, pour laquelle je fais des portraits. Donc ça, c'est parti en fait du Festiblog à la base, qui est le festival des webcomics, qui a lieu tous les ans, et où je me suis retrouvée photographe portraitiste, où j'avais en gros pour mission de photographier chacun des dessinateurs, avec à peu près 3 secondes par personne. Et donc c'est parti de là, et je me suis fait connaître comme ça.